mondial, Joseph Ruiz. Merci de nous retrouver à l'antenne de Sud Radio pour les tontons du mondial. On est ensemble pour encore 2 jours, l'avant-dernière, et on va en profiter des tontons du mondial. On a le sourire parce qu'on aime être avec vous, mais voilà, c'est avec une petite tristesse quand même, une pointe au cœur parce que la fin du mondial approche, mais on est ensemble pour continuer à en parler et débriefer tout ce qui se passe parce que il y en a des événements, il y en a des demi-finales qui nous ont fait mal, des demi-finales qu'on a regardées avec un intérêt, notamment cette demi-finale entre l'Argentine et l'Angleterre. Incroyable retournement de situation, on va en parler tous ensemble jusqu'à 21h avec vous, chers auditeurs. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Autour de la table, je retrouve Rodolphe Michaud-Tapi. Salut. Comment vas-tu, Rodolphe ? Très bien, on s'est remis de cette débâcle il y a 2 jours. On s'en remet déjà ? On s'en remet. On s'en est déjà remis ? Pardon, mais en tant que Marseillais, on s'en remet encore plus vite. Tu comprends, tu connais, hein. Ouais, j'entends. Après, sur les temps, il y a des Parisiens qui disent j'ai l'habitude de gagner, donc en fait, je m'en remets aussi. Donc peut-être faut-il trouver un entre-deux comme Braque. Comment vas-tu, Braque ? Je pense que toi, c'est un peu plus difficile. Hein. Ouais, déjà que c'était compliqué de trouver le sommeil avec la chaleur, là, je te laisse imaginer. Hein. C'est très très difficile. Il n'y a personne qui dort en France en ce moment. Ça n'existe pas. Qui dort bien ici ? Personne. Marie, la réalisatrice. Dors bien apparemment. Marie, tu vas devoir accueillir du monde aujourd'hui chez toi parce qu'apparemment tu as la climatisation. Donc on va arriver chez toi. Elvin Defazio, comment vas-tu, moi, Elvin ? Et comment ça va, les amis ? Moi, cette Coupe du Monde, j'embrasse Nicolas Villas. Je l'ai vécu un peu comme lui, détaché. Tu sais, on a l'habitude là. On vit pas une bonne période. Mais t'inquiète, on arrive. Lui, au moins, il l'a joué la Coupe du Monde, hein, mais moi, 2018, 2022, 2020. Ah merde, 3 fois de suite. 3 fois de suite, c'est compliqué. Mais t'inquiète pas, tu vas croiser la route de l'équipe de France bientôt, mon cher Elvin. Oui, bien sûr. Oui, dis-nous tout. Le 2 octobre, je vous invite à venir au Stade de France. L'Italie risque de mettre une rouste à Zidane et son dernier match c'était contre l'Italie. Et voilà. La première de Zidane contre l'Italie. Ouais. Après avoir été expulsé contre l'Italie. Ouais. Moi, je serais toi, mon cher Elvin, j'aurais peur. On connaît même pas encore le sélectionneur, mais potentiellement ça peut être un Pirlo. Ça peut être un Pirlo contre Zidane. Mais juste pour être sûr, c'est du foot ou du rugby là. C'est une bonne question. En ce moment, ils ont plus de chance au rugby. Imagine Deschamps pour l'Italie. Oh là, imagine. Oula. Rod, doucement quand même. Aïe, ce serait fou, t'imagines. Le match devient plus important que le match pour la 3e place contre l'Angleterre. Ce serait assez dingue. Allez, aujourd'hui, on va parler d'Argentine-Espagne, la finale. Est-ce que c'est une affiche de rêve, finalement, oui ou non ? 2 identités de football qui ont été finalement jusqu'au bout. On savait ce qu'étaient ces équipes et est-ce que c'est la raison pour laquelle ils sont allés en finale. En tout cas, il y en a un qui aujourd'hui a la mâchoire serrée, c'est Thomas Tuchel et qui est la cible des critiques. Pour autant, le sélectionneur de l'Angleterre est-il le responsable de la déroute de son équipe ? Après avoir mené 1-0, ils ont été battus 2-1 par les Argentins. Les Bleus, évidemment, on va revenir dessus. Faut-il mettre les titulaires contre l'Angleterre ? Je vais quand même vous poser un peu la question à tous les 3. Je vous ai pas eu depuis l'élimination. Comment est-ce que vous avez vécu cette élimination et les raisons pour lesquelles on est sorti aujourd'hui en place pour la 3e place, qui n'est pas évidemment ridicule, mais on avait tous espoir d'aller au bout du chemin. Et le bout du chemin, c'était de soulever une 3e fois la Coupe du Monde. Et le pénalty d'Elvin, justement, on va se tourner vers la suite, mon cher Elvin. Tu as envie un peu de répondre à Emmanuel Galasso, l'émission d'hier. Je l'embrasse, je l'adore, Manu, mais là, hier, il a dit quelque chose. Faut répondre. Faut répondre. Zidane, c'est un chantier colossal qui l'attend. Non, mais. C'est pas le seul à le penser, hein. Je sais, mais je vais leur répondre. Tu vas les répondre, d'accord. Et on entendra évidemment Braque et Rodolphe Michaud-Tapi là-dessus. Allez, j'espère que vous êtes bien à l'écoute de Sud Radio, des tontons du mondial. C'est parti et on va parler de cette finale Angleterre-Espagne. Les tontons du mondial. Désolé Thomas Tuchel. Désolé Thomas Tuchel, c'est pas Angleterre. Il est avec nous. Il aurait bien aimé être en finale, mais malheureusement pour lui, ce sera pas le cas. Ce sera Argentine-Espagne. 2 matchs encore à suivre, donc France-Angleterre samedi à 23h et Espagne-Argentine dimanche à 21h. Argentine-Espagne. Est-ce que c'est une finale de rêve pour toi, Rodolphe ? De rêve, non. La finale de rêve, ça aurait été avec la France, évidemment, mais j'ai envie de dire que là, en fait, la logique a été respectée. Tu regardes le classement FIFA, la grande finale c'est le premier contre le deuxième et la petite finale c'est le 3e contre le 4e. Donc j'ai envie de te dire que c'est les 2 meilleures équipes qui sont en finale, qui arrivent au bout. Et il y a rien à redire quand tu vois les matchs des 2 équipes.
au final, c'est totalement mérité. Mais elle te fait rêver cette finale. Est-ce que tu vas la regarder avec un intérêt ou Non, parce que oui, je vais forcément la regarder parce que je suis un fan. Certains disent il n'y a pas l'équipe de France, donc je m'en fous. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Mais sur le moment, tu vas quand même mettre la télé, tu vas regarder en fond, et puis en fait, tu vas être pris par le truc. Ça reste une Coupe du Monde. On est des fans de foot. On va quand même regarder, mais avec quand même un gros sentiment d'amertume, et on sera pas à fond, quoi. Pour le foot, pour le foot au moins, c'est une belle affiche. Oui, c'est une belle affiche parce que t'as déjà Messi, le back-to-back, tout le monde y pense. Puis t'as Yamal de l'autre côté. Donc, imaginez le plus jeune affronter le plus âgé, la légende qui affronte le joueur qui est censé potentiellement le remplacer. Pour l'histoire du foot, c'est magnifique. Donc, on rêvait tous d'un potentiel Messi-Ronaldo. Là, on aura l'occasion d'avoir un Messi-Yamal. C'est pas plus mal pour l'histoire du foot. Braque, affiche de rêve ou pas? En fait, le problème, c'est que ça dépend de quel côté on se place. Côté français, c'est sûr que c'est une finale horrible parce que on a l'adversaire de 2022 qui nous a fait vivre des cauchemars. On a l'équipe qu'on n'arrive pas à battre. Donc oui, c'est une finale compliquée. Maintenant, si on est d'un point de vue neutre, d'un point de vue amateur de foot, passionné de foot, la finale, elle est extraordinaire parce qu'il y a des histoires en fait dans cette finale. Il y a Messi qui est à deux doigts peut-être d'écrire l'une des plus grandes pages de l'histoire du foot. Et là, vraiment, on est là pour le vivre. Donc on se rend compte de ce que ça représente vraiment par rapport à d'autres. On a de l'autre côté, comme le disait Elvin, l'avènement d'un joueur comme Lamine Yamal qui va peut-être demain entrer et écrire son nom, commencer à écrire son nom dans les registres grandioses du foot. Pour moi, cette finale, elle est extraordinaire si on se place d'un point de vue neutre. Après, ce qui va me manquer, moi, dans cette finale, c'est le côté rivalité. Moi, j'aime bien quand il y a un petit truc. Ils ne se sont jamais rencontrés en Coupe du Monde. C'est ça. Ça va être une première. C'est que, en fait, ces deux équipes-là, j'ai presque l'impression que ça va être un peu trop propre, que il y aura peut-être même un peu trop de respect. Elles vont chacune jouer avec leur histoire, leur culture, leur style. Mais moi, il va me manquer ce truc-là. Un France-Argentine, ça t'évoque tout de suite un peu le sang. Attends que Lamine Yamal mette une petite story. Oui, il va animer on passe d'un Argentine-Angleterre, la rivalité de fou malade, on l'a vu notamment la première mi-temps, c'était du catch. La WWE était jalouse. Elle a pensé à envoyer un message à la FIFA. Et là, on passe d'un match où il y a entre guillemets aucune rivalité, Mais ça existe un match avec l'Argentine propre? On va peut-être le voir là. De ce match, ça va naître une rivalité après. Sur le maillot, il y a marqué Fédération Argentine de catch. De catch, exactement. Ouais, parce qu'ils ont quand même fait encore pas mal de fautes. Ils ont imprimé un certain rythme physique, on va dire, sur la demi-finale hier. Après, les Anglais étaient là pour répondre aussi. Donc on verra ce qu'elle va être cette finale. Là où je pense que ça peut être différent pour l'Argentine. L'Argentine, on l'a vu sur toutes les rencontres qu'elle a jouées. Ça a été dans l'adversité, ça a été dans le dur. Ça a été en étant mené à chaque fois quasiment, en ayant cette obligation de toujours refaire le score. Là, l'Argentine sait qu'elle va affronter l'équipe qui garde le mieux le ballon au monde. L'Espagne, il n'y a pas mieux footballistiquement parlant. S'ils arrivent en retard, ils peuvent prendre des jaunes très rapidement. Et ça va être un des vrais sujets de l'arbitrage de l'Argentine. Et l'Espagne va être prête justement à ça, parce que c'est la meilleure équipe pour te casser ce style où t'es très dans la grinta, très dans l'agressivité, très dans je vais essayer de te mordre les chevilles. Je pense que les Argentins vont arriver dans ce match-là avec quand même une certaine appréhension de comment le scénario peut se dérouler si jamais, par exemple, l'Espagne marque tôt. Si l'Espagne marque tôt, l'Argentine, je pense que ça peut être très compliqué. Après, ils ont du monde sur le banc. Ils ont pas mal de joueurs de foot. Est-ce que c'est pas la qualité aussi finalement de l'Argentine d'avoir su muter, par exemple, en étant mené contre l'Angleterre? Et ils ont encore du Barco sur le banc, Nico Gonzalez qui est rentré, Simone qui a été titulaire. Lautaro contre l'Égypte. Là encore hier, il met le but. Et puis l'Argentine, en phase à élimination directe, c'est que de la réaction. L'Égypte, c'est de la réaction. Cap-Vert, c'est de la réaction. Hier, ils sont menés, c'est de la réaction. Donc ils ont ça les caractérise, cette grinta. On en reparlera après, mais cette grinta, et puis c'est logique. Et puis ils ont leur style de jeu qui pousse un peu à faire sortir un peu l'adversaire de son match, avec des petits coups dans le dos, des petits machins. Enfin, tu vois, je te disais tout à l'heure, c'est un peu le Paraguay, mais avec des vrais joueurs de ballon, quoi. C'est hyper dur à prédire, au final. Moi, j'ai été vacciné par les pronostics sur cette Coupe du Monde globalement. Là, j'imaginais un France-Angleterre de manière assez claire, mais deux identités de jeu totalement différentes. Est-ce que l'un de vous a la petite flamme, la petite vision sur comme il pouvait l'avoir sur les demi-finales, ou un peu moins de certitude?
Ouais, tu parles du match en lui-même. Ouais, le match non, même sur qui sera champion du monde finalement. Ah moi pour moi ça reste compliqué à dire. Même si je vois quand même un petit léger avantage pour l'Espagne parce que je considère que ils ont la formule, ils ont les ingrédients, ils ont ce qu'il faut pour réussir à s'en sortir et ils ont aussi plus ou moins l'expérience récente. Je me dis que l'Argentine avec ce parcours qu'on a vu avec ce style qui s'est aussi développé dans l'adversité. Mais ils ont ce truc. Ils ont quand même un truc. Mais je le disais, j'ai dit plein de fois en émission, mais même en difficulté, ils arrivent à avoir ce petit truc. Ils ont ce petit côté. Je sais pas si c'est de la chance, je sais pas si tout roule avec eux, mais. À n'importe quel moment, Messi va te faire la bonne passe au bon moment. Il y a la bonne insertion au bon moment. C'est impossible de parier contre Messi, quoi. Non, mais il y a ce côté un petit peu mystique avec l'Argentine. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça. C'est la Grinta, ils sont aussi portés par leur public. Enfin, ils sont quand même, ils se déplacent en masse à chaque fois. Ils sont à domicile. Il suffit d'une petite action pour animer tout le stade et tu sens que les mecs sont portés par tout ce stade, par toute cette ambiance et ce peuple, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc. Argentine-Espagne, est-ce que c'est pas finalement la victoire des identités de jeu parce qu'on a deux équipes qui savent où elles vont depuis toujours. On n'a pas l'impression que l'Argentine a changé depuis 4 ans, même depuis 20, 30, 40 ans. C'est à peu près les mêmes facteurs d'équipe, les mêmes ambitions. La même identité, et l'Espagne c'est pareil, il y a un style de jeu, de fédération, de joueurs, ils font tout le temps la même chose. Est-ce que cette Coupe du Monde c'est la victoire de ça et de ces politiques fédérales, on a envie de dire? Déjà sur cette Coupe du Monde là, je pense que les styles ont gagné et ont réussi à casser un petit peu les certitudes. Je pense que les équipes qui ont été les plus froides dans cette compétition sans forcément s'enflammer, sans forcément monter dans les tours en se disant on est les meilleurs au monde, en restant très concentrés sur ce qu'elles savaient faire, sont allés le plus loin. Nous, on a payé un petit peu, alors je parle pas d'une forme d'arrogance ou d'une forme de prétention, mais on a peut-être payé une forme de surconfiance qui a fait qu'à un moment donné, ça a bloqué parce que on en attendait peut-être trop, alors qu'il fallait peut-être être un petit peu plus calme, un petit peu plus serein. Et aujourd'hui, oui, quand tu vois ce que l'Espagne fait sans être resplendissante dans l'absolu face à la France, en étant juste très intelligente dans ce qu'elle a fait, tu te rends compte que oui, en effet, parfois, il suffit d'être simple, il suffit d'être très concentré sur ce que tu as à faire et puis tu peux aller très très loin. Il suffit pas d'être forcément ultra spectaculaire ou ultra fort pour pouvoir aller gagner un trophée comme ça. On s'est trop enflammé. Peut-être. Bon, mais c'est dur, hein. C'est dur de pas s'enflammer. On s'est trop enflammé parce que. On passait pour des aigris, hein, si par hasard on s'enflammait pas. Vous vous souvenez de l'émission qu'on a fait il y a 2 jours, la veille de match avec Nicolas et Rodolphe. On la réécoute. Et moi, pour te dire, je pensais qu'on allait gagner 3-1. Tu tapes la tête contre les murs, si non, tu te mais réécoutes. pas du tout, parce que c'était légitime, je pense. Il y en a qui font carrément des mea culpa, hein. Mais non, mais c'est pas le moment. Oui, il y en a beaucoup. Non, je pense que c'est légitime. On avait une France qui était si impressionnante. Jamais on n'aurait pu penser que l'attitude, parce que l'Espagne a fait le match parfait, mais l'attitude de la France n'a pas été bonne. Moi, je voudrais juste te dire une chose, à rajouter un truc par rapport à tout ce qu'on a vu et entendu ces derniers jours. Et vraiment, je parle aux gens peut-être qui nous écoutent. Ne culpabilisez surtout pas d'avoir été enthousiasmé par cette équipe de France, mais vraiment surtout pas. C'est-à-dire que ce que cette équipe de France a montré pendant ce mondial, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et bravo à Didier Deschamps aussi d'avoir réussi à créer ce truc-là, d'avoir réussi à montrer un tel état d'esprit avec ses joueurs. Le plan a été plus ou moins respecté, l'état d'esprit était là, les joueurs étaient sérieux, les joueurs étaient déterminés. On a juste perdu contre plus fort que nous. On n'a pas été forcément imprudent, on n'a pas forcément été, je dirais pas naïf, parce que oui, on s'est un petit peu fait avoir dans les matchs, mais on peut pas aujourd'hui remettre en question ce kiff qu'on a eu de suivre cette équipe de France juste parce qu'on s'est fait éliminer face à l'Espagne. Faut pas culpabiliser pour ça, selon moi. On va revenir, Rodolphe, sur l'équipe de France juste après une petite pause dans les tontons du mondial sur Sud Radio. À tout de suite. 20h21h, les tons du mondial, Joseph Ruiz. On est ensemble dans les tontons du mondial avec Rodolphe Michaud-Tapi, Elvin Defazio et Braque. On continue à parler de l'équipe de France et Braque nous disait juste avant la pub, ne culpabilisez pas d'avoir été enthousiaste pour cette équipe de France, d'avoir été presque un peu trop hypé, quitte des fois à avoir des déceptions. Rodolphe, est-ce que tu partages ça? Totalement, non mais t'as entièrement raison. On a compris, on a vu qu'on a un potentiel incroyable avec cette équipe. Faut laisser un peu de temps. Il y a beaucoup de jeunes. Ça va, la mayonnaise va prendre. On a encore 2 ans pour préparer l'Euro et tout. Là, ce que je voulais rajouter par rapport à cette Coupe du Monde, c'est qu'il n'y a pas un match où t'as été dos au mur à un moment donné, hormis ce match contre l'Espagne. Donc il n'y a pas un moment donné où tu peux te remettre en question. Parce que tous les matchs
se sont déroulés sans encombre. Tu roules sur chaque adversaire, ça se passe nickel. Il y a pas un moment donné, tu te dis oups, attention, on les a pris un peu de haut. Attention au prochain match. Il y a eu un moment, c'est le but qu'on prend face à la Norvège. C'est le seul moment où tu peux avoir. Tu mènes déjà 2-0. Tu mènes déjà 2-0. Donc en fait, il y a pas de moment. Non. Comme l'Espagne a eu, comme l'Argentine a eu, comme tout le monde a eu en fait. Ouais. Nous, tout s'est déroulé nickel. Et là, on est tombé sur le meilleur adversaire de la Coupe du Monde. Et on n'a pas su anticiper, on n'a pas su et on a été battu par quoi, par le format en fait, et c'est ce qui nous a amené à être aussi enthousiaste. Pas le format, peut-être que le match ils l'ont joué peut-être 3 fois dans la tête avant le match. Enfin, peut-être que l'approche n'a pas été bonne, ça on peut pas savoir. Je fais confiance à Deschamps là-dessus. Ça y a rien à dire. T'as juste joué une équipe, et tu disais tout à l'heure, qui a un QI foot incroyable. Ils sont excellents. C'est plus que nous, ça veut dire que nous on n'en a pas. Non, on en a moins. Pour moi, moins que. Je pense qu'individuellement, tu prends chaque joueur. On le faisait la dernière fois. Ouais. Pour moi, on est quand même au-dessus individuellement. Mais le foot, c'est collectif. Et niveau collectif et QI foot, j'ai trouvé largement au-dessus. C'est les meilleurs. Et tu l'as vu sur ce match. Et puis la fameuse bataille du milieu. Enfin, on n'apprend rien si on dit que si t'as pas un milieu qui est à la hauteur, tu gagnes pas dans le foot. Après, oui, il y a des détails. La France a la qualité offensive, mais pour le coup, offensivement, c'était le néant total. Donc si derrière, au milieu de terrain, tu souffres quasiment tout le match, t'as pas d'équilibre, alors là, c'est quasiment impossible, encore plus quand t'affrontes cette Espagne. Mais moi, je suis d'accord avec vous, et je l'ai dit dans l'émission il y a 2 jours, c'était normal d'être content, avoir confiance, être confiant avant ce match-là. T'étais terrifiant offensivement, tu roulais sur tout le monde. L'Espagne, c'était pas enthousiasmant depuis le début de cette Coupe du Monde. Là, pour le coup, l'approche a été largement meilleure de leur part. Ils ont su tout simplement être meilleurs. Voilà, faut le reconnaître. Mais il y a aucune honte à avoir sur le fait qu'il y a eu de la confiance avant ce match. On est 48 heures après l'élimination des Bleus. Est-ce que aujourd'hui, vous avez une idée assez précise sur les raisons qui ont fait que on est éliminé de la Coupe du Monde? Est-ce que vous notez des enseignements particuliers, Deschamps, les joueurs, la préparation, Rodolphe? Non, mais tu l'as dit. Je pense que là, tu joues une équipe qui sait contrôler le ballon, qui sait avoir l'emprise du jeu. Et c'est vrai que la bataille du milieu de terrain, tu l'as pas gérée. T'as un Tchouaméni qui a joué en défense quasiment tout le long. T'as un Rabiot qui était tout seul au milieu de terrain. Donc, tu peux pas poser ton jeu. Tu peux pas sortir le ballon. Tu es obligé de faire des longs ballons. Enfin, ça peut pas marcher contre cette équipe. Maintenant, est-ce que c'est une approche tactique ou pas? Moi, j'ai aucune leçon à donner. Deschamps est tellement meilleur que moi. Enfin, il y a rien à dire. C'est juste ce que j'ai remarqué de ce match. Après, il peut être un entraîneur légendaire, le plus grand entraîneur que l'équipe de France ait connu, mais s'être trompé sur ce match-là, Rodolphe, c'est pas impossible. Après, c'est pas pour autant qu'on va l'emmener au bûcher. Non, je suis d'accord, mais après, on peut pas lui en vouloir d'avoir gardé le même schéma tactique que depuis le début de la Coupe du Monde. On pensait pas que l'Espagne allait avoir ce niveau de jeu contre nous, sachant que, comme on disait tout à l'heure, ils étaient pas transcendants depuis le début. Pour moi, je peux pas charger un joueur ou Deschamps ou qui que ce soit. On a fait notre Coupe du Monde, on a fait ce qu'on devait faire et on est sorti. Puis voilà, c'est tout. Mais ce match, pour moi, en fait, c'était le feu contre la glace. C'est-à-dire qu'on arrivait nous avec notre armada offensive et on a construit notre Coupe du Monde sur ça. On a construit notre Coupe du Monde sur cette idée que avec cette attaque-là, on pouvait démonter n'importe qui. Le mur qu'on s'est pris, c'est un mur très froid. C'est-à-dire que l'Espagne, moi, je me suis amusé un peu à revoir le match. Mais tu regardes les séquences espagnoles, elles sont très simples. C'est un football qui est vraiment pas compliqué, limite à comprendre. C'est des redoublements de passes, c'est des j'avance, je recule parce que je sais que le décalage, je vais le créer par 2 passes. Je t'élimine un joueur, ce qui crée un autre décalage de l'autre côté. Je peux permettre à un joueur de prendre l'espace. En vérité, tu regardes ce match, c'est un football très simple. Je pense qu'on est arrivé pas dans l'idée de faire quelque chose de très compliqué, mais on est arrivé avec peut-être un manque de préparation tactique sur quand ça se complique, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il est vraiment là le problème. C'est que on a eu vraiment un plan A qui a très bien marché, comme tu l'as dit, Rod, tout à l'heure. C'est-à-dire que les équipes qu'on a affrontées, c'était pas de notre niveau, c'est pas de notre faute. On les a toutes gérées. Le problème, c'est que quand tu arrives contre une équipe un peu plus forte, c'est pas juste d'affronter une équipe plus forte, c'est d'anticiper les scénarios. Et moi, je pense que Didier Deschamps a eu peut-être un tort là-dessus, c'est de pas assez préparer ses joueurs au fait qu'un match peut tourner en la faveur de l'autre et en ta défaveur à toi. Et là, quand t'es face au mur, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Il n'y avait pas de plan B. La claque, je pense qu'on l'a tous partagé. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est l'impuissance. En fait, pendant 3 semaines, 4 semaines, t'as été dans une bulle où t'avais l'impression d'être intouchable. Là, l'Espagne, sans être encore une fois flamboyante, je suis d'accord, c'est du foot hyper simple. Ils t'ont mis une claque. Et je regardais la réaction des joueurs, pas de réaction. Deschamps, impuissance totale. T'avais l'impression que t'as subi en
1 heure ce que tu avais pu subir depuis des années et des années. Donc il y a eu ce manque de réaction et c'est un manque de préparation de certaines situations. On n'était pas préparé à prendre une Espagne aussi prête et probablement du fait que l'Espagne n'était pas impressionnante dans cette Coupe du Monde. Mais peut-être par un excès de confiance qui découle justement de cette idée que tu n'as pas eu l'adversité et que tu n'as pas préparé l'idée que tu puisses être en difficulté dans cette Coupe du Monde. Et je pense que c'est à ça que s'est confrontée l'équipe de France dans ce match-là en particulier. Ouais. Alors, on peut regretter le fait que la Norvège n'ait pas mis l'équipe type contre nous. Ça aurait été un vrai match test qui aurait pu nous mettre face à une adversité un peu plus forte et on aurait peut-être mieux anticiper le match contre l'Espagne ou la suite de la compétition. Et l'Allemagne aussi qui sort très tôt, hein, pareil. Hein, si t'affrontes l'Allemagne, c'est peut-être pas la même chose. Oui, hein, oui. Tu vois. Après, il y a eu quand même peut-être la seule réaction qu'a eu l'équipe de France par rapport à ce type de scénario, c'est contre le Sénégal, où c'est ce qui s'en ressemble le plus parce que c'est la seule équipe qui a réussi à faire un peu chier la France la première mi-temps. Et pour le coup, il y a une réaction. Alors oui, le Sénégal est beaucoup plus faible. Oui, le Sénégal joue un football plus compliqué, un football moins flamboyant que l'Espagne. Mais pour le coup, là, il y avait une réaction. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'en deuxième période, malgré les 2 buts, c'est tête baissée, aucune possibilité de réaction, agacement. Ensuite, ça. Parce que t'es neutralisé. Parce que t'es neutralisé mentalement. Ça veut dire quoi ? Il aurait dû tenter quelque chose, passer à 3 au milieu. Mais bien sûr. C'était déjà un plan B ou alors des joueurs différents. La sensation, c'est qu'il n'y avait pas de plan B. Joseph. La sensation, c'est qu'il n'y avait pas de plan B. Et de toute façon, t'es en demi-finale de Coupe du Monde. Encore une fois, et grand respect pour Deschamps, mais au bout d'un moment, faut critiquer aussi ce qui est critiquable. Tu perds 2-0. Change quelque chose. T'as plus rien à perdre. Tu perds 2-1 ou 2-0, c'est la même chose. T'as tout un peuple qui est derrière toi. T'as une sorte de hype hyper puissante qui s'est créée. T'as l'occasion d'avoir une attaque hyper puissante et qui terrorise tout le monde. Tente quelque chose. Change. Mais tu le vois sortir un attaquant pour mettre un milieu de terrain alors que tu perds 1-0 ? Je suis pas sûr. C'est dur. Hein. C'est très compliqué. Mais c'est compliqué. Là où moi j'ai envie de rejoindre Elvin, c'est que sur ce match-là, tu le vois très vite que ça va pas. Tu vois très vite sur les ressorties de balles. Je sais pas si vous vous souvenez. Si, bien sûr. Franchement, dans les 5 premières minutes, tu captes. Mike Maignan qui a le ballon dans les pieds, il met 15-20 secondes avant de relancer. Tu le vois même repousser un petit peu Rabiot pour lui dire vas-y, on va allonger un petit peu, mais il prend trop de temps. Et c'est là ce message que t'envoies à l'Espagne, un message de attends, là on sait un petit peu moins ce qu'on a à faire par rapport aux autres matchs qu'on a déjà joué. On hésite. Et ça, Didier Deschamps aurait dû le sentir. Il aurait dû le sentir que son équipe elle était pas dans ses chaussons et qu'elle était pas préparée comme il le fallait pour ce match-là. Et dès ce moment-là, il aurait déjà pu anticiper, commencer à préparer. Et oui, il aurait pu commencer à préparer quelque chose pour infléchir ce manque de personnalité. Mais des joueurs aussi, on peut le dire. Mais bien sûr, on parle beaucoup de Deschamps, mais la qualité technique des joueurs, l'incapacité à produire un pressing aussi un peu cohérent. On avait l'impression, ça a été noté hier avec Nabil Djellit, Eric Blanc, Manu Galasso, mais un manque de leader. J'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus. Ouais. Est-ce que vous avez eu cette sensation-là ? Est-ce que vous avez été déçu des joueurs aussi ? C'est le rôle d'un capitaine de relancer son équipe. Donc quand on voit que ça marche pas et là j'ai pas vu un Mbappé aller prendre les joueurs et tout, leur parler, les remotiver et tout. Ça a été un capitaine exemplaire sur toute la Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. Il a été excellent. Là sur ce match, en fait, mais après tu peux pas charger un joueur. Enfin, toute l'équipe était collective. Quand tu vois ton vice-capitaine, encore une fois, Tchouaméni, qui est déjà choix fort, choix critiquable pour le coup, t'es vice-capitaine, t'as une attitude qui est pas bonne sur le terrain. Non. Je parle d'attitude purement sportive. Non, tu perds 2-0, tu remplaces Maldini, t'es libéraux. Enfin, c'est pas possible. T'as Saliba qui sort sur blessure aussi. Cette image d'un Tchouaméni qui descend en défense centrale et qui laisse laisse Koné seul en plein milieu comme si c'était un espèce de taureau. Il y avait un Français au milieu. Ouais. Le no man's land central, c'était dingue à voir. Mais Rod a dit quelque chose de très important à Kylian Mbappé. Je suis désolé, mais il faudra quand même établir certaines responsabilités. Son leadership sur ce match-là, moi je l'adore, mais il a vraiment manqué d'énormément de choses. Et si Braque parle et vous savez ouvre le dossier l'intercalaire, on va dire, Mbappé, c'est que effectivement il s'est passé quelque chose qui est peut-être en tout cas un domaine dans lequel par exemple on peut s'améliorer et c'est un des dossiers, des intercalaires. Et si je peux rajouter un dernier truc, la blessure de Saliba. Ok, elle passe pas. C'est pas qu'elle passe pas, mais je pense qu'elle est aussi psychologique. Et ça me rappelle une blessure quand même. Psychologique, 4-5 mois. Non,
Là, il est 4-5 mois. 4-5 mois. Alors, j'ai rien dit. Allez, c'est bon. On peut passer au sujet suivant. On parle effectivement d'une opération et de 4-5 mois d'absence pour William Saliba. Donc la question, c'est surtout est-ce qu'il aurait dû jouer avec de telles douleurs. On espère qu'il reviendra mieux après les 5 mois. Mais on sentait bien que, en tout cas, il était trop sous pression et trop en difficulté pour rester dans ce match-là. C'est une grande différence. On l'a vu, c'était Peut-être mort. que mentalement, il s'est dit, là, pour le coup, je pouvais rester sur les autres matchs et cette fois-ci, c'était pas possible. On continue à parler des Bleus et de votre intérêt, notamment pour cette petite finale, parce que samedi soir à 23h, est-ce que oui ou non, vous allez être carrément devant la télé? T'inquiète pas. Voilà. Et surtout, quel joueur est-ce qu'il faut mettre? On va vous parler de la compo probable. À tout de suite dans les Tontons du Mondial sur Sud Radio. Mondial, Joseph Ruiz. Les Tontons du Mondial avec Braque, Elvin Defadio et Rodolphe Michaud. Tapis, on parle de cette équipe de France qui va affronter l'Angleterre. Et qu'allez-vous faire, messieurs, samedi à 23h? Vous allez me répondre. Les Tontons du Mondial, le coup d'envoi. Samedi, il est 23h. T'es dehors, t'es dans ton canapé, mon cher Elvin Defadio. Qu'est-ce que tu auras en face de toi? Je vais te dire, ce match-là, je vais pas le regarder. Ce match-là, il m'intéresse pas. Il y avait une idée claire en tête, gagner la Coupe du Monde. Alors, je repense aux propos de Manu, que j'embrasse aussi. Je suis désolé, Manu. Il avait dit la Coupe du Monde sera réussie. Mais même pas. On va pas tout révéler, Braque. Je repense à ses propos. Il avait dit la Coupe du... Ouais, je l'embrasse quand même. La Coupe du Monde de la France sera réussie en cas de demi-finale. Moi, j'ai les exigences un peu plus élevées. Je pense que la France, avec l'équipe qu'elle a, avec le potentiel qu'elle a et l'histoire qu'elle avait créée autour de cette Coupe du Monde, il fallait au moins aller en finale pour pouvoir faire rêver les Français. Ce France-Angleterre m'intéresse pas parce que c'est un match amical. Voilà, 3e ou 4e place. Oui, il y a le respect pour le pays, je suis d'accord, mais c'est pas la 3e ou la 4e place qui m'intéresse. Le seul truc qui peut potentiellement m'intéresser, c'est de voir des joueurs qu'on a très peu vus et qui auraient mérité plus de temps de jeu, mais je ne regarderai pas ce France-Angleterre. Alors, c'est très simple. Moi, je vais vous dire, tous les gens qui ne voudront pas regarder cette finale 3e place, je suis désolé, Elvin, par rapport à ce que je vais dire, mais pour moi, c'est des footix. C'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est là... Ou italien. Mais à partir du moment où on est là pendant tout un mois... Non, pas français, en vrai. Non, mais là, on est pour l'Italie, il est français. Oui, je sais bien. Je veux dire, on est concerné quand même par ce match-là. C'est la France qui joue. Une équipe, tu la supportes quand c'est chaud, quand c'est compliqué, quand c'est bien, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, t'es toujours là derrière ton équipe. Donc en fait, moi je sais, il y a un refrain avec l'équipe de France, c'est on est là que quand il y a des matchs intéressants, que quand c'est France-Espagne, France-Portugal, France-Brésil, là il y a tout le monde. Mais les gars, là c'est une finale 3e place, les mecs, il faut pas les lâcher, il va falloir les encourager. C'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur, il va falloir essayer de leur envoyer le plus de force possible pour qu'ils puissent relever la tête, ces mecs-là, parce qu'on ne les lâchera pas. Alors oui, on peut leur tomber dessus, on peut les critiquer, on peut les terminer, les terrasser, parce que voilà, ils nous ont déçus, certains se disent trahis, mais aujourd'hui, ça reste du foot, ça reste, on a tous une appartenance avec cette équipe, on a une affiliation, qu'on le veuille ou non, on se doit de regarder ce match-là. Je comprends qu'il y en ait qui ne le regardent pas, il y a pas de souci, mais quelque part, une équipe, tu l'aimes jusqu'au bout, tu l'aimes même quand c'est compliqué. Et cette 3e place, moi je serais le premier devant ma télé, même si tu me l'avais mis à 3h du matin, je serais là à 3h devant ma télé. Mais Elvin, il sera avec Manu. Mais tu regardes où le match, parce que finalement tu m'as convaincu, je vais bien. Je te prie une petite place chez moi, t'inquiète. T'inquiète. Rodolphe, tu vas le regarder ce match avec quel intérêt si tu le regardes? Je vais le regarder parce que c'est quand même l'ADER de Dédé, de l'Adèche, donc il y a quand même un petit intérêt par rapport à ça. J'aimerais bien qu'on fasse honneur à Didier Deschamps, que les joueurs fassent honneur à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a accompli avec l'équipe de France. Je serai à Marseille, chez des amis, dans le bar d'un ami qui fait une soirée, donc voilà. On a envie de venir là. Venez, écoutez les gars. Moi je suis déjà pris, non je suis chez Braque. Je peux pas. Et Braque veut venir du coup à Marseille. Ouais. Ah bon vas-y. On y va à 3. Apparemment je suis pas dedans. Mais si, pourquoi pas, si, évidemment. Bien tu fais quoi Joseph toi? Ah non, je fais pas avec toi. Ah ok, non. Je ne viens pas. Tu mérites pas les Bleus. Non mais et alors la question qui se pose, d'ailleurs Tourelle qui dit on n'a pas du tout envie de le jouer mais il peut le dire. ce match-là. Alors ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Mbappé. On imagine qu'il a envie de le jouer. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a quelques fuites autour de la compo probable des Bleus. Et pour le moment, ce serait une espèce d'équipe mixte qui serait mise en place par Didier Deschamps avec Maignan dans les buts. Donc ce serait pas Samba par exemple ou Risser d'ailleurs. Donc ça montre à quel point quand tu mets ton gardien numéro 1, c'est quand même un symbole assez fort. Mal Augusto et Lucas Hernandez à gauche. Charnière Lacroix Konaté.
Donc là, par exemple, on enlève Upamecano, on met Konaté. C'est vrai que ça a été une Coupe du Monde assez difficile pour lui. Koné et Kanté. Donc Koné, un homme très fort, un titulaire indiscutable si on estime que Tchouaméni a vraiment été en difficulté. Ou en tout cas, non, d'ailleurs, on peut pas vraiment dire titulaire indiscutable, mais un homme fort en tout cas de cette Coupe du Monde. Kanté qui n'a pas joué une minute. Et devant, le quatuor. Sur le quatuor, il y a Mbappé et Dembélé qui sont présents, et en revanche c'est Barcola et pas Doué. On aurait pu imaginer que Doué commence vu qu'il n'a pas commencé la demi-finale. En revanche c'est Cherki qui est là et pas Olysée. Alors quel enseignement vous tirez, Braque, de cette compo probable, et qu'est-ce que toi t'aurais fait? Est-ce que t'aurais mis que ceux qu'on appelle les coiffeurs, même si on n'a pas beaucoup en fait dans cette équipe de France? En vérité, à chaque fois c'est ce qu'on n'arrête pas de dire sur cette équipe de France, c'est qu'elle a un vivier incroyable, c'est qu'elle a une profondeur qui est assez folle. Donc même si tu mets une équipe bis avec l'équipe de France, sans exagérer, oui, c'est une équipe qui pourrait presque être compétitive dans cette Coupe du Monde. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire tourner encore une fois un maximum. J'essaye de donner du temps de jeu à ceux qu'on n'a pas vu du tout. Déjà, Kanté et Lucas Hernandez, c'est obligatoire de les envoyer parce que les mecs ont pas fait une minute, je crois, si je me trompe pas. Voilà, essayer de concerner d'autres joueurs, quelque part les récompenser aussi, parce qu'une Coupe du Monde, ça se joue, voilà, t'as envie aussi d'avoir ce petit feeling, cette petite musique. Donc je pense que c'est bien aussi de récompenser le groupe, d'avoir cet esprit, cette pensée pour les autres qui ont porté aussi les titulaires, qui les ont accompagnés jusque-là. Et voilà, moi c'est vraiment dans cette optique-là que je préparerais ce match, sans me dire que je le prépare pour aller écraser les Anglais, tu vois. C'est comme ça que je le verrai. J'ose espérer que Deschamps a une autre mentalité que moi et que ce match il l'abordera avec un peu plus d'importance. Mais ce qui veut dire que si tu l'abordes avec un peu plus d'importance que la mienne, il te faut au minimum 7-8 titulaires. Tu peux pas révolutionner toute l'équipe et mettre tous les joueurs qui n'ont pas joué. Mais c'est logique de mettre des joueurs qui n'ont pas joué. Moi, j'attends Cherki, par exemple. Il a déjà joué, mais trop peu joué à mon goût. C'est normal de donner une chance à Kanté parce que c'est quand même Kanté qui mériterait, il aurait mérité aussi une petite place derrière. Je pense qu'il y a aussi l'intérêt d'aller changer quelque chose. Donc au moins garder 7-8 titulaires plus 3-4 changements me semble la chose la plus légitime. Non, mais c'est bien d'avoir un côté un peu hybride, garder quand même une certaine ossature, des joueurs qui ont prouvé qu'ils étaient titulaires indiscutables dans cette équipe. Il faut, je répète, il faut quand même faire honneur à Didier Deschamps, que ça sera sa dernière. Ça serait quand même dommage de partir sur 2 défaites consécutives en petite finale. Donc non, choix plutôt logique de la compo que tu nous as donné. Après on verra d'ici 2 jours. Un truc hybride évidemment. J'aurais aimé voir quand même 3 devant, Olysée, Dembélé, Mbappé avec Cherki en 10. À voir. Mais n'oublions jamais que dans un match comme ça, déjà, tu peux avoir potentiellement 6 changements en tout. Une équipe, ça peut pas mal tourner. Donc le 11 qui démarre, en vérité, je veux dire, à la fin, ça peut être 17 joueurs, quoi. Tu vois. On peut voir par exemple. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Là, il y en a un par exemple qu'on n'a pas du tout cité, c'est Akliouche. Oui, Akliouche par exemple. Qu'on peut effectivement Warren, voir. Zaïre Emery. Et Warren Zaïre Emery qui pourrait mériter quand même d'être sur le terrain. Une grosse saison avec Paris. Pour moi, il a sa place au milieu ou en arrière droit. Et la question m'a été posée dans l'oreillette. Les coiffeurs, ce sont dans le football et en grande compétition ceux qui ne jouent pas pendant une compète, et donc Adil Rami, Adil Rami et sachant que je vais pas me tenter à l'explication de cette expression parce que il y a autant d'explications que de personnes qui expliquent. Ça peut, il y a une explication, c'est en 1932. Ah ouais, c'était un match entre le Racing et Arsenal en 1932. Et apparemment il y a quelqu'un qui aurait dit mais de toute façon il y a personne qui va voir ce match-là, il y aura que les bouchers et les coiffeurs. Voilà. Ça peut venir des coiffeurs qui viennent coiffer les titulaires, et puis ça peut venir aussi d'une Coupe du Monde dans les années 50, je sais plus laquelle, mais de soi-disant les titulaires qui se faisaient coiffer par les remplaçants parce que les remplaçants n'avaient rien à faire. Ça va, Samuel Etienne. Donc c'est vrai. Ça va, Samuel Etienne. Non mais ça m'avait marqué parce qu'une fois je m'étais dit mais c'est quoi cette expression des coiffeurs, et en fait j'ai jamais su parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Et les coupeurs d'orange, tu l'as aussi? Ah non, j'étais pas les remplisseurs de bouteilles. Les remplisseurs de bouteilles. Allez, on reste ensemble dans les Tentants du Mondial sur Sud Radio. On va tourner la page de l'équipe de France, mais ne vous inquiétez pas, en fin d'émission, on va revenir dessus, et notamment sur Didier Deschamps et le chantier colossal. On reste ensemble, un petit jingle, et tout de suite on parle de l'Angleterre qui a fait, selon une expression bien connue, des besoins dans les sous-vêtements. Les Tontons du Mondial, la pause fraîcheur. Les Anglais qui menaient 1-0 contre l'Argentine et qui ont été battus
battus 2-1 et finalement qui n'iront pas en finale de Coupe du Monde. Est-ce que Thomas Tuchel, en mettant autant de défenseurs sur le terrain, Braque a été le fossoyeur de sa propre équipe? En vérité, c'est compliqué de défendre Thomas Tuchel, tout simplement. C'est compliqué. Tout à l'heure, on parlait de Deschamps et de son peut-être manque de lecture, d'anticipation, d'analyse sur les événements. Là, Thomas Tuchel, je suis désolé, il y a vraiment une déroute totale, il y a un naufrage mental. En fait, c'est comme si la lumière elle s'était éteinte. C'est-à-dire que l'Angleterre, c'est pareil. On l'a vu aller à la guerre, à l'Azteca, se taper un match de combien 120 minutes, ils font contre le Mexique. On les a vus revenir de l'enfer face au Congo. On les a vus galérer plusieurs fois dans cette compétition, même au début, ce match face à la Croatie. Et là, Ghana. Le Ghana aussi, un match bourbier, mais comme t'en vois pas deux. Là, face à l'Argentine, le jour où justement t'as l'occasion de casser un petit peu tous les mythes, tous les codes, toutes les étiquettes qu'on a collées sur cette équipe anglaise, toi tu fais ça, toi tu décides de jouer comme ça, de jouer pas, de refuser en fait d'arrêter de jouer. Et il le paye très vite, Thomas Tuchel, parce que si tu regardes bien, les Argentins, après avoir mis ce but égalisateur, tu vois l'attitude des Anglais, ils savent plus quoi faire. Ah, mais ils ne savent plus quoi faire. Faut dire ils sont que c'est perdus. un bordel absolument total. Pour si vous n'avez pas vu le match, sachez du coup qu'à la 55e minute, il y a Gordon qui marque et qui ouvre le score pour l'Angleterre. Et ensuite, on a Scaloni 10 minutes plus tard qui fait un premier changement, qui met Nico Gonzalez à la place de Paredes, donc qui ajoute déjà un joueur offensif. Lui, il est mené, il décide d'ajouter un joueur offensif. Donc là, le match commence complètement à tourner. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, l'Argentine aura plus de 80% de possession. Et en revanche, Tuchel, qu'est-ce qu'il fait? Changement à la 72e, compte ça à la place de Gordon. Il fait rentrer un défenseur pour faire sortir Anthony Gordon, qui était le buteur, exactement. 82e, Burn, qui est une espèce de grande tige de Newcastle, qui est comment on dit en français, c'est une burn. Frigidaire. Ouais, exactement. Peut-être effectivement que le nom qui était derrière le maillot aurait pu lui donner un indice sur ce qu'il était en train de faire. Bref, O'Reilly, défenseur aussi à la place de Rice, un milieu de terrain. Et après, 96e, finalement, il se décide à faire entrer deux attaquants. Toney, qui joue en Arabie Saoudite et qui avait pas joué une seule minute de la compète, et Rashford, qui lui aussi avait pas tant joué que ça, et qu'il a un peu plus joué. Mais c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Et il te met pas Saka. Enfin, Saka ne rentre pas dans un match comme ça. Watkins. Il a un truc contre les joueurs d'Arsenal. Enfin, je sais pas. J'ai pas compris. C'était une idée du football. Il l'a fait à dessein. On savait que la moindre erreur, il l'a payé très cher. Avant la Coupe du Monde, il décide de faire des choix ultra forts. Pas de Palmer, pas de Foden. Ça avait fait évidemment énormément parler. Mais là, moi, je vais vous donner une exclusivité. Tourelle, il est pas allemand, il est anglais. Parce qu'il faut être direct. Il a le sang anglais caca culotte. Voilà, c'est comme ça, faut le dire. Les Anglais, les derniers sélectionneurs anglais, c'était finale perdue contre l'Italie au penalty, finale perdue contre l'Espagne. Là, tu perds en demi-finale contre l'Espagne. Tu perds en demi-finale de la Coupe du Monde là, en 2018. C'est dans leur ADN, c'est comme ça. Tu peux ramener un étranger, tu peux ramener un Anglais. Ils ont ça collé à la peau. Hier, Tourelle, il a perdu complètement ses moyens. Moi, j'ai pas reconnu le Tourelle, un petit peu l'identité, le caractère qui peut lui coller à la peau, même si, évidemment, les sombres époques du PSG, sombre humiliation, et c'est pas totalement de sa faute, sont collées aussi à Tourelle. Mais hier, c'est juste inexplicable. Et qui plus est, juste avant, il y avait eu la fameuse embrouille avec Bellingham, par intermittence sur le fameux comment jouer, Certains disent qu'il était hyper fatigué, mais à partir des c'est pas possible à ce point-là. Ça peut pas être une excuse. Vas-y, Rod. Non, mais en face aussi, ils étaient fatigués. Ils ont quand même fait 2 prolongations. Tu sentais des matchs, les matchs des quarts de finale, les deux équipes étaient épuisées. À la fin, tu sentais que voilà. Mais là, quand même, ça peut pas être que basé sur ça. Non, c'est impossible que ce soit basé sur ça. Comme tu le dis, on a en face 2 équipes qui sont plus ou moins au même niveau de fatigue parce qu'elles ont joué des matchs à rallonge toutes les deux. Mais je suis désolé. C'est l'attitude en vérité, c'est juste une histoire d'attitude. Elvin a tout dit. Tu regardes les Argentins, ils sont survoltés, ils sont déchaînés, ils ont envie. Tu regardes les Anglais, c'est le caca culotte, et j'ai pas peur de le dire, c'est un énorme caca qu'ils ont posé dans leur surface de réparation. Les Argentins en plus, tu peux pas leur donner plus que ça. S'ils avaient fait ça, au moins ils auraient glissé dessus, les Argentins. Pour le coup, c'est les Anglais qui ont glissé dessus. Et ça a même pas marché, c'est eux-mêmes qui se sont pris les pieds dedans. Le problème avec les Argentins, c'est simple, c'est que
ces mecs-là sont capables de sentir la peur. Tu leur donnes le millième, un minimum, ils vont le sentir. C'est un petit peu animal en vérité. Et ils ont été nourris par ça. Et ils ont senti que les Anglais, en fait, ils étaient en train d'ouvrir. Je dis pas quoi, mais ils ont ouvert. Et du coup, bah voilà, ce but d'Enzo Fernandez. Je suis désolé, cette dernière émission des tontons. 12% de possession lors des 30 dernières minutes. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était Barça-Celtic en Ligue des Champions où le Barça a eu 91% de possession. Non, c'était Barça-Paris, la remontada. Ah, non. Oui. Je suis pas sûr d'accepter ce que tu veux faire demain. Ah merde. C'est humiliant, c'est aberrant. T'es pas capable de ressortir le moindre ballon. Je crois qu'il y a eu une seule faute récupérée par les Anglais lors des 30 dernières minutes. Ça arrive à la 80e où Kane arrive à récupérer un ballon après que c'est un cafouillage dans la surface. Mais 12% de possession, tu mènes 1-0, t'es en demi-finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, pardon, t'as rien à faire en finale. Il est passé Tuchel d'un 4-3-3 à un 5. Il a changé 5-3-2 et un 5-4-1. Et à la fin, il est passé en 4-4-2 parce que Burn est passé en attaquant. À la fin, il était en 1-8, non, même mais si tu veux. j'avais l'impression que véritablement, il était en train de pourrir sa propre équipe. Ils ont choke, comme on dit, mon cher Braque, dans le milieu gaming, ils ont totalement choke. Ils ont choke. Ils ont touché 7 ballons dans la surface argentine pendant tout le match. Ouais. Ils ont tiré 5 fois. C'est le plus faible nombre de tirs qu'a encaissé l'Argentine sur toute la compétition. Ouais. Ils ont rencontré la Jordanie, tu vois. Hallucinant. Et il y a aussi un autre truc, c'est quand tu regardes un petit peu la physionomie de la seconde période, justement ces 30 minutes, tu vois bien que sur les transitions, les Anglais n'avaient plus rien. Ils avaient plus les armes pour pouvoir aller loin. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rentrer un Rashford, tu fais rentrer un Saka, tu fais rentrer un Toney. Là, ces mecs-là t'auraient servi, auraient pu t'apporter parce que Harry Kane ne faisait plus ces efforts-là pour remonter. Il y avait plus personne. C'était pas qu'un problème physique, il y avait un énorme problème mental aussi. Tu vois, bien sûr. Une déconnexion totale. Mais hier, l'Angleterre, ils voulaient un partenariat avec Flixbus. Ils ont mis le bus, mais c'est en coupe. Moi, je ne peux pas comprendre. T'as la chance de jouer une demi-finale. T'es sur une certaine continuité parce que l'Angleterre, faut le dire, il y a quand même des bons résultats d'une certaine continuité dans les grandes compétitions. Sauf que le problème, c'est que t'as une bonne continuité avec des résultats de merde quand ça compte. Voilà. C'est vrai. Restez avec nous dans les tontons du mondial sur Sud Radio. On va revenir sur l'équipe de France et on va se tourner vers l'avenir parce que Elvin Defazio va nous évoquer le chantier pour Zinedine Zidane. À tout de suite dans les tontons du mondial sur Sud Radio. 20h tontons du mondial, Joseph Ruiz. L'équipe de France. On ouvre le dossier. Est-ce qu'il faut raser la maison et tout reconstruire ? Est-ce que c'est des petits travaux ? Tout simplement. Est-ce que c'est un petit meuble d'une grande marque suédoise qu'il faut monter ? Même si ça, c'est compliqué. Je comprends rien. Eh bien, on se pose la question, quel est le chantier qui s'offre à Zinedine Zidane ? Les tontons du mondial, le penalty. Elvin Defazio, tu as le ballon entre les mains pour ce penalty et c'est une réponse à Emmanuel Galasso. Non, oui, alors... On va penser que. Qui t'écoute pas, bien sûr. Non, je jamais. Il va le retrouver tout à l'heure, de toute façon. J'embrasse. Mais hier, pour la 4e fois, il l'embrasse. C'est vrai. J'ai énormément embrassé dans cette émission. Ça fait 5. Hier, il a parlé d'un chantier colossal qu'attend Zidane. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est réellement un chantier colossal qu'attend Zidane ? Alors oui, c'est l'inconnu total pour Zizou. Il a jamais été sélectionneur. Là, il va prendre la tête de l'équipe de France. Il y a une grosse pression. Mais un chantier colossal, c'est pas ça. Un chantier colossal, c'est reprendre la France de Naïsna. Ça, c'est un chantier colossal. Chantier colossal, c'est reprendre l'Italie, qui est en construction, reconstruction depuis l'époque de Mathusalem. C'est un suicide, ça. L'équipe de France, l'équipe de France actuelle, elle mange Gucci. Je sais pas si on s'en rend compte. Pourquoi ? Parce que tu peux pas parler de chantier colossal quand t'as une attaque avec autant de talent. Tu peux pas parler de chantier colossal quand t'as autant de bons joueurs qui sortent des centres de formation et qui derrière arrivent à produire de bonnes choses en équipe de France, les Cherki, etc. Beaucoup de sélectionneurs, et je pense vraiment la quasi-totalité, aimeraient avoir la sélection que représente l'équipe de France. Notamment les Italiens, ouais. Non mais alors si le futur des Bleus représente un chantier colossal, alors celui de l'Italie, l'Italie elle doit rebâtir toute la maison. Donc non, c'est pas un chantier colossal qu'attend. Non, évidemment, mais c'est pas un chantier colossal qu'attend Zidane. Là, la France, elle a des bases ultra solides.
ultra solide. Ah oui. Ouais, mais alors est-ce que j'ai l'impression que vous êtes d'accord, Rodolphe? Totalement. Enfin, si ça c'est un chantier colossal. Enfin, là on est plutôt sur le chantier naval de la Ciotat avec des yachts de 120 mètres de long et l'hélicoptère sur le pont. Ça te connaît, toi. Ah bah oui. C'est là où j'habite. Ça te parle. C'est là, d'ailleurs, c'est là où on va demain. Ah, Exactement. Oui, c'est vrai. N'oubliez Pour suivre pas. ce match. Je suis pas invité, mince. Si. Ah, je suis invité, mais Évidemment, Joseph, il voulait évidemment. pas, c'est pour ça. Non, mais enfin tout entraîneur, tout sélectionneur rêverait d'hériter de ce chantier-là. T'as quand même une équipe monstrueuse, des joueurs incroyables, un potentiel de fou. Tu as 2 ans pour préparer l'Euro. Il y a quand même des motifs d'espoir. Enfin, je suis pas du tout inquiet de l'équipe qui va hériter et l'état physique et moral, l'état surtout moral de cette équipe. Après, hier, Manu, il était pas en train de dire que Zidane, c'est pas numéro bis non plus. C'est pas un grand palais qui doit construire effectivement le chantier colossal. J'ai pas l'impression qu'il disait ça, mais tu as pas mal de postes, comme le poste de milieu récupérateur, par exemple, Braque. Nous, on n'a pas nécessairement des Rodri, un Ruiz, des joueurs comme ça, potentiellement un des carences. Une énorme pression aussi pour Zinedine Zidane. Est-ce que la situation mentale de cette équipe ne pose pas aussi une question pour repartir de l'avant? Et est-ce que pour lui, savoir la formation dans laquelle il va jouer, parce que on sait qu'il était en 4-3-3 au Real, là il a un 4-2-3-1 qui semble plaire quand même à pas mal de Français, et choisir entre ces deux formations-là, ces deux systèmes tactiques, c'est aussi un énorme chantier. Est-ce qu'il y a quand même pas mal d'aspects qui font qu'on peut parler d'un chantier, je ne sais pas si on peut parler de chantier colossal, mais quand même d'un énorme chantier, et où il ne faut pas se tromper sur l'état de l'équipe de France? Alors, la longueur de la question, c'est le tunnel de la 14, je crois. Là, c'est la ligne 9. Là, Joseph, je crois alors, que le tunnel de la 14, ne prenez jamais, il est très très... Non, Joseph, je rigole, bien sûr. Non, c'est très intéressant toutes les questions que tu poses. En revanche, moi, je me dis déjà premièrement que c'est une bénédiction de reprendre cette équipe de France, honnêtement. Je pense que tu as un matériel qui est assez incroyable. Quand tu me dis on n'a pas Rodri, on n'a pas ce type de joueur, c'est pas notre problème. En vérité, c'est pas comme ça que notre football il est construit. L'équipe de France, c'est un football de transition, c'est un football avec des joueurs qui se veulent être très 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 efficaces devant le but. On essaye d'amener le ballon très rapidement. On a quelques créateurs, mais on n'est pas là pour monopoliser la balle. Zinedine Zidane est quelqu'un de très intelligent, il le sait très bien, il va pas tout chambarder en arrivant, il va justement essayer de se servir de ce qui a été bien fait par Deschamps, et notamment tout à l'heure je parlais d'état d'esprit, ça va être super important, je pense qu'il va être sur cette continuité-là, tout en essayant d'amener sa vision à lui, ses idées à lui. Et il y a autre chose aussi, quand tu me dis que mentalement il va falloir aussi les travailler. Allô, on est en train de parler de Zinedine Zidane là. Moi Zinedine Zidane, il est dans le studio, je te dis c'est terminé en fait. Ouais, moi sûr, si je vais mal, je vais bien en 2 secondes, tu vois ce que je veux dire. Ce mec là, il va rentrer dans le vestiaire, il va venir dire bonjour à ses joueurs. Déjà les mecs vont se lever, tu vois, ce qui est peut-être pas le cas. Déjà, tout il va mettre un coup de boule à Elvin. Pourquoi pas si Elvin est là. Important, un C'est coup de pas boule à grave, un Italien. J'appelle Materazzi, j'ai son numéro. Mais voilà, tu vois, Zidane va arriver, les joueurs vont être motivés, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire sur Zinedine Zidane, justement, c'est cette aura, Rodolphe, tu vois. Et il y a un autre truc dont on parle pas, c'est que les joueurs qui constituent cette équipe de France jouent dans les meilleurs clubs d'Europe, qui connaissent très peu de crises. Et donc du coup, à chaque fois, tu vas hériter de joueurs qui sont en pleine confiance, en pleine bourre. Là, j'ai fait une petite pique sur Paris tout à l'heure, mais on peut remercier aussi Enrique qui arrive à créer une équipe de malades. Et quand ils arrivent en équipe de France, tu le ressens. Ouais. Ils ont cette ils ont ce truc, quoi. Ils sont accompagnés. Ils ont ce truc. T'as Mbappé avec le Real Madrid. Enfin, il y a quand même des joueurs qui sont en confiance déjà tout au long de la saison avec leur club. Là où on peut avoir des doutes, s'il y en a quand même Tactique. quelques-uns, oui, tactique, et puis Zidane n'a jamais été sélectionneur, donc c'est un autre métier. C'est vrai. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'imagine difficilement Deschamps reprendre un club, parce que quand t'es sélectionneur pendant tant d'années, c'est pas la même chose. Là, ça va être un nouveau départ pour lui, donc on peut avoir les meilleurs avis possibles sur Zidane, c'est légitime d'avoir certains doutes, mais des sélections où il y a des chantiers colossaux, c'est pas la France, c'est l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne qui a duré au top pendant des années, ça fait aussi quelques années où il y a énormément à reconstruire, parce que contrairement à la France, derrière t'as pas une assurance des secteurs jeunes, t'as pas des joueurs qui sont capables de t'apporter quelque chose. C'est l'Italie, donc moi j'ai aucune inquiétude là-dessus. C'est pas un chantier colossal, Zidane. Alors il y a un truc qui va effectivement dans ce sens-là, c'est le nombre de joueurs qui vont arrêter la sélection après la Coupe du Monde. Et en fait, quand on regarde, à part N'Golo Kanté et encore, N'Golo Kanté, il a rien annoncé. Souvent dans les sélections, on tourne une
une page après une Coupe du Monde parce que c'est un nouveau cycle. C'est en général choisi par les joueurs la Coupe du Monde. Mais là, quand on regarde, quel joueur, selon vous, bon, c'est un peu la pièce en l'air, hein, ce que je vous demande, parce qu'on n'a pas encore entendu Deschamps. C'est quand même le France-Italie, c'est quand même dans un moment. Elvin, c'est en octobre. Quel joueur, selon vous, pourrait ne pas faire partie du mandat de Zinedine Zidane, par exemple? Est-ce que Aurélien Tchouaméni peut être amené à ne plus être présent parce que c'est peut-être un joueur qui correspond un peu moins, peut-être. Il a bien peut-être à Zinedine Zidane. Il avait des joueurs totems, Didier Deschamps. Tu vois, par exemple, moi, le joueur pour lequel j'ai le plus de doutes, c'est Jules Koundé. Ah, exactement. Latéral droit qui correspond parfaitement à un certain profil et qui correspond parfaitement à une certaine idée de Didier Deschamps. Je suis pas sûr que Zidane parte sur la même chose. Voilà, on pourrait peut-être voir, je dis pas une alternance, mais un Malo Gusto être vraiment testé dans les conditions réelles. Ouais. Je pense à Tchouaméni aussi. Tchouaméni, c'est vrai que c'est un joueur qui est stabilisant, mais est-ce qu'il apporte ce plus? Est-ce qu'on a déjà vu un Tchouaméni qui en équipe de France casse une ligne? Il y a eu ce but contre l'Angleterre en 2022, on s'en souvient, mais globalement, est-ce qu'il apporte ce plus au milieu de terrain? Voilà, il y a des petits joueurs comme ça, totems de Didier Deschamps, qui pour moi vont peut-être perdre ce statut-là au profit d'autres, mais je pense que c'est un énorme tri en fait que va faire Zinedine Zidane. Il va regarder ce qu'il y a, il va regarder ce qu'il peut faire, il va regarder ce qui a été fait, et de là, je pense qu'il va imposer aussi sa patte à lui. Déjà, il va regarder ce groupe et il va se dire j'ai beaucoup de chance d'avoir ce groupe-là. Ça c'est sûr. Encore une fois, je me remets à la place de beaucoup de sélectionneurs. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui a pas à se plaindre, c'est bien Zidane. Mais les joueurs, oui, avec un futur incertain. Koundé est le principal visé, je pense. Malo Gusto, il y a la le côté gauche aussi, le côté gauche aussi avec c'est des carences. Lucas Hernandez, des potentielles insertions notamment de Pierre Kaloulou aussi. Au milieu de terrain, Tchouaméni, moi j'ai beaucoup de doutes aussi, alors qu'il est vice-capitaine sous Deschamps. Et même un Rabiot, hein, tu sais, parce que l'idée avec Rabiot, c'est de faire un petit peu ce qu'il avait fait avec Matuidi en 2018, c'est-à-dire être ce troisième milieu qui a la capacité d'aller sur le côté pour apporter un certain surnombre, tu vois. Donc même Rabiot, je suis pas sûr qu'il l'utilise dans ce En revanche, point positif très certainement pour Cherki. Ah oui, ça c'est une possibilité. Après, il va falloir faire cohabiter Cherki et Olysée, qui sont deux pépites absolues. Mais peut-être que Cherki, dans l'esprit de Zinedine Zidane, sera un petit peu plus haut que Michael Olysée. Après, t'es pas à l'abri d'un milieu de terrain qui explose dans les 2 prochaines saisons et que tu passes à 4-3-3. Un Olysée, ça va pas arriver tous les 4 matins. Non, qui nous tombe du ciel comme ça. Je sais, mais peut-être qu'il sera plus adepte du 4-3-3 et enlever peut-être le numéro 10. Et quels joueurs qui ne sont pas dans la liste pourraient faire leur apparition? Kalulu, Truffert, voilà, des joueurs qui peuvent arriver. Truffert à gauche, ça peut être une vraie solution. Et puis effectivement, comme tu le dis, Rodolphe, des joueurs qui arrivent. Potentiel retour aussi de Colomboigny, à voir comment ça se passe lui d'ici cet été, enfin les prochaines saisons pour lui. Parce que t'espères qu'il va mettre des buts avec la Juventus. Non, d'ailleurs c'est très compliqué, il reviendra pas à la Juve. Oui, ça va être sûr. Mais non, un potentiel Colomboigny qui était quand même, qui a été vraiment la vraie surprise de la liste de Deschamps, parce que quand on connaissait l'importance qu'avait Colomboigny sous Deschamps, ça a été un choix fort, alors que Thuram n'a servi quasiment à rien sur le terrain parce qu'il n'a jamais joué. Bon, j'ai une bonne nouvelle quand même pour toi, Elvin. C'est pas tout à fait son premier match avec l'équipe de France à Zinedine Zidane, parce que avant ça, il y aura Turquie-France en septembre, fin septembre. Il y aura Belgique-France aussi dans la foulée. Et par contre, ce sera le premier match en France de Zinedine Zidane. Voilà. Pour son retour en France, il jouera contre l'Italie. Et le premier match c'est contre la Turquie? Oui, contre la Turquie. J'embrasse tous les amis parce que du coup, sachez que alors ce malade parle turc. Il a appris le turc parce qu'il voulait supporter une équipe pendant la Coupe du Monde. Et il a même parce qu'il y a Kenan Yildiz oui, bien sûr, à la Juventus aussi. Mais tu veux une leçon de turc? Oui, dis-moi au revoir en turc. Un prochain épisode, je sais c'est moyen. Il a perdu son Marie vient de m'informer, il y a la pub à lancer là. Exactement. Allez, merci beaucoup Braque d'avoir été avec nous dans les tontons du mondial. C'était ta dernière pour cette fois. On espère te retrouver très vite. En attendant, si vous avez kiffé Braque, n'hésitez pas à aller voir Hors Jeu, notamment, qui est une émission que j'aime beaucoup. Et si vous aimez les analyses football, allez-y, foncez, c'est sur Twitch. Merci beaucoup Rodolphe d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. C'est pas ta dernière. C'est pas ma on sera dernière. avec François et Manu et Elvin. À très vite. On peut te retrouver à toi aussi sur DAZN pour commenter le football italien. Voilà. Et merci le prochain titre de l'Inter Milan. Merci à tous de nous avoir suivis dans les tontons du mondial sur Sud Radio. À demain. On se retrouve à 20h et tout de suite, c'est le Festival Off d'Avignon avec Christophe Meillan sur Sud Radio. 20h, 21h. Les